L'état dans lequel l'État d'Israël se trouve, à savoir, d'après un classement mondial, la 8e puissance du monde, est dû à Benjamin Netanyahou. C'est le produit de toutes ces années-là. On aurait beaucoup d'ingratitude de cracher dedans. Israël n'est plus le petit État faible de 1950. Professeur Shmuel Trigano, bonjour, Boker Tov. Boker Or. Merci d'être avec nous ce matin de Tel Aviv. Alors, nous venons de passer 2 journées qui sont extrêmement, on va dire, particulières dans le calendrier de l'État d'Israël, dans le calendrier hébraïque, le Yom HaZikaron et le Yom HaAtzmaut. La question que je voudrais vous poser, c'est qui sont les véritables Israéliens, ceux que l'on voit pendant 363 jours par an se disputer, vivre dans une société extrêmement clivée, divisée, ou bien ceux qui arrivent envers et contre tout à s'unir pour commémorer le souvenir des soldats tombés au combat, des victimes du terrorisme, et puis ensuite, le lendemain, pour faire la fête, célébrer l'indépendance de l'État d'Israël. Qui sont les véritables Israéliens, à votre avis ? Alors, ce sont les deux à la fois, d'une certaine façon. Je peux pas les séparer les uns des autres. Mais c'est vrai que le parcours mémoriel des fêtes du mois d'Iyar est tout à fait exceptionnel parce que il est vécu comme les souvenirs d'une même famille. Le Yom HaShoah suivi du Yom HaZikaron fait partager la souffrance de ceux qui ont perdu les leurs à toute une collectivité. C'est vrai que c'est quelque chose d'extrêmement rare. Ce n'est pas du tout ça le 14 juillet, par exemple. Et je pense que avec ce parcours déjà inscrit dans son calendrier, Israël a de la chance. Le peuple israélien a de la chance de pouvoir commémorer de façon familiale ces tragédies du passé et ces joies également. Donc il y a une véritable expérience morale de passer. Il faut pas oublier Pessah au début, et donc après Pessah, ces étapes vers la joie de l'indépendance chèrement acquise, en quelque sorte. Mais vous avez raison, ça c'est presque un réflexe collectif, la façon de vivre ces fêtes. Mais aujourd'hui, il y a la société israélienne est une société éclatée, si l'on peut dire. Je ne veux pas dire par là que le cours à Itour, le melting pot de Ben Gurion, fut une réussite. Néanmoins, il y avait une israélianité qui n'était pas épuisée totalement par le lien à la religion. Mais aujourd'hui, il y a une sorte de coupure parce qu'entre-temps, la société israélienne s'est fragmentée. Ce qu'on appelle les migzarim, les secteurs, c'est un phénomène tout à fait nouveau par rapport à il y a 50 ans. Mais ça existait toujours, Shmuel. C'est-à-dire, il y a toujours eu ces secteurs, il y a toujours eu ces tendances. Les orthodoxes étaient toujours orthodoxes, les sionistes religieux étaient toujours sionistes religieux, les laïcs aussi, les arabes étaient là. Les 4 tribus dont le président de l'État d'Israël, Reuven Rivlin, avait parlé dans un fameux discours en 2015, elles ont toujours existé. Qu'est-ce qui a changé ? Qu'est-ce qui s'est effrité, on va dire, dans cette cohésion nationale ? Écoutez, moi j'ai connu Israël il y a plus de 50 ans. Oui. J'y ai vécu. Et je peux vous assurer que ce n'était pas ça du tout. Il y avait le premier Israël et le second Israël. Vous êtes bien placé, Shmuel, pour parler. Vous en avez écrit. Vous avez écrit beaucoup d'ouvrages là-dessus. Il y avait aussi des clivages. Ce ne sont plus les mêmes. Mais est-ce que c'est l'intensité du clivage qui a changé ? C'est l'intensité, c'est l'installation, l'institutionnalisation de ces clivages qui sont tout à fait différents parce que effectivement le second Israël, mais personne n'en était conscient. C'était une vision extérieure après que les événements se soient installés dans la réalité. Et donc, je ne suis pas d'ailleurs sûr que le phénomène du second Israël ait disparu dans l'Israël contemporain. Néanmoins, ce n'était pas une société de ce type-là. Il y avait le mythe de l'unité sioniste politique à la façon de Ben Gurion.
qui n'était pas totalement religieuse, évidemment, mais qui n'était pas radicalement laïque. C'était pas l'unité politique, c'était l'hégémonie politique. C'est-à-dire, il y avait un parti, c'était le Mapai de l'époque, qui dirigeait tout, il fallait avoir la carte du parti pour être général de l'armée israélienne. Il fallait, en fait, c'est-à-dire, c'était une autre manière aussi de gérer les affaires d'un pays, mais les tensions, elles existaient déjà. Les tensions, évidemment, il y avait l'état d'exception pour la minorité arabe à la suite de la guerre de 48. Oui, mais en tout cas, il y avait peut-être un écran de fumée que fut le melting pot de Ben Gurion. Néanmoins, ça n'avait pas atteint le sionisme n'avait pas souffert encore de ce qu'il a souffert avec le post-sionisme, qui est un phénomène israélien, un phénomène justement qui émerge dans l'intelligentsia israélienne et qui envoie d'ailleurs des signaux à l'étranger. Donc, si vous voulez, cette dimension-là, la rupture, en fait, si vous voulez, il y a une explication très forte. La guerre de 67 a réintégré dans les limites d'Israël les territoires classiques de l'histoire juive. Et là, vous avez une rupture qui s'est produite entre ceux qui décidément ne voulaient pas redevenir juifs, être des juifs, et ceux qui voulaient au contraire assumer cette dimension-là. Donc la question territoriale est au cœur de cette identification, et c'est là qu'il y a eu une série de ruptures, notamment une rupture explicable par exemple par le fait que le Parti travailliste a oublié qu'il n'était plus au pouvoir. Et donc, il s'est comporté de façon élitiste sur tous les plans de la société israélienne. La droite elle-même n'a pas su forger une intelligentsia à la hauteur de son poids dans le pays après l'échec d'Oslo. Donc, si vous voulez, il y a eu une décantation de ce qui était en puissance auparavant. Je ne suis pas sûr qu'elle est pour le mieux. Parce qu'en fait, le problème est très simple. Quelle est la place du peuple juif dans l'État d'Israël? Ça a l'air difficile à énoncer, mais en fait, il y a une identité israélienne, mais il y a aussi une identité juive qui ne trouve pas le niveau de convergence avec la réalité israélienne. Non, mais donc, elle s'exprime, cette identité juive, elle existe. On va dire, même si on peut donner cet exemple, c'est-à-dire Binyamin Netanyahou, depuis 15 ans, lorsqu'il parle de négociations avec les Palestiniens, il pose la condition sine qua non au fait que les Palestiniens reconnaissent le caractère juif de l'État d'Israël. C'était pas le cas il y a 25 ans, c'est-à-dire ou il y a 30 ans, ou il y a 40 ans. Donc cette identité, elle est beaucoup plus palpable et qu'elle ne l'était auparavant. Ben, vous avez la loi de la nation qui l'exprime, mais si vous voulez, moi je comprends pas qu'on demande aux autres de nous reconnaître. Il suffit de se reconnaître soi-même, c'est ça qui compte. Et c'est là le problème. C'est là le problème, et c'est là où il y a une division. Je ne sais pas ce que nous réserve quand la Cour suprême, ce que la Cour suprême fera à propos de la loi de la nation, mais la loi de la nation est venue justement pour inscrire ces dimensions qui restaient floues dans la réalité constitutionnelle. Mais avoir les réactions à cette loi, on est quand même accablé, si vous voulez, parce qu'en fait, on n'a pas encore trouvé la convergence entre l'identité israélienne et l'identité juive. Parce que quand je parle d'identité israélienne, elle compte aussi 20% de non-juifs. Et donc, ils sont des citoyens israéliens, comme les autres. Ils se rattachent par la nationalité israélienne, et ils ne veulent surtout pas assumer la dimension juive. Car cette dimension juive, si vous voulez, c'est un peu le caractère national d'Israël.
il y a un peuple juif comme il y a un peuple espagnol, allemand, etc., avec toute la variation du mot, de la notion de peuple à ce niveau-là. Mais le projet du sionisme, c'était justement d'inscrire les juifs comme peuple dans un État. Et or, c'est ça on est encore en discussion sur ce sujet-là. Alors, je voudrais vous poser la question, est-ce que vous ne pensez pas aussi qu'il y a que tout se focalise autour du problème du leadership et du leader actuel de l'État d'Israël, Binyamin Netanyahou, qui est présent et omniprésent dans la vie politique israélienne depuis plus de 25 ans. Je lisais un éditorial assez édifiant qui s'inspirait d'une page de la Gemara et qui disait que à l'époque dans les enfants d'Israël dans le désert, eh bien certains encensaient Moshe Rabbeinu et d'autres le critiquaient en disant bien, vous voyez, il s'est engoncé, il est devenu un peu plus épais, tout ça, grâce à nos contributions, à nos shkalim, etc. C'est-à-dire qu'il y avait aussi déjà à l'époque des divisions concernant un leader qui apparemment était incontestable et incontesté dans l'histoire du peuple juif. C'est-à-dire, et là aujourd'hui, toute proportion gardée, on va dire, Binyamin Netanyahou aussi, il y a des gens qui ont, par exemple, lors de son discours à Yad Vashem pour le Yom HaShoah, ont estimé scandaleux qu'il ait pu essayer de s'approprier le succès de la campagne de vaccination, et il y en a d'autres qui ont dit que c'était véritablement là le reflet d'un État d'Israël vivant qui avait réussi à ressurgir de ses cendres. Vous pensez pas que le problème est là peut-être aussi ? Pas du tout. Ah. Il est là pour une partie de l'opinion israélienne, mais moi je suis scandalisé par la chasse à l'homme qui se déroule depuis plusieurs années, et tous les soirs j'y assiste à la télévision en écoutant les informations. Et donc, si les vous médias voulez, aussi, c'est peut-être aussi un des problèmes. Oui, évidemment que c'est des problèmes, mais il faut bien qu'on se rende compte que l'état dans lequel l'État d'Israël se trouve, à savoir, d'après un classement mondial, la 8e puissance du monde, est due à Binyamin Netanyahou. C'est le produit de toutes ces années-là. Et on aurait beaucoup d'ingratitude de cracher dedans, dans la mesure où c'est quand même quelque chose qui fait la différence. Israël n'est plus le petit État faible de 1950. Et donc, Netanyahou avait relevé économiquement le pays dans un marasme terrible suite à l'économie travailliste. Il a une surface internationale puissante. Je ne vois pas de leader comparable en Israël aujourd'hui. Et après tout, il ne s'agit pas d'honneur, de gloire, etc., mais d'enjeux fondamentaux, comme la menace iranienne. Je ne vois pas de leader capable de faire face à la menace iranienne sur un plan international comme lui. Alors, peut-être qu'il a trop duré au pouvoir, mais c'est un autre problème. Mais en tout cas, ça c'est si vous voulez, la controverse sur Netanyahou, c'est un des vecteurs de la dimension de la crise israélienne. Mais vous remarquerez néanmoins qu'il a toujours une majorité, que son parti a une majorité relative, et que c'est le leader le plus apprécié par une grande partie de la population. Donc en fait, il y a là un problème vraiment, vraiment grave, parce que il faudrait beaucoup de temps pour analyser les éléments de cette crise. Un dernier point, Shmuel, les relations entre l'État d'Israël et le judaïsme de diaspora, elles ont été ébranlées cette année par la crise, par l'épidémie, avec la fermeture de l'aéroport, l'incapacité pour de nombreux juifs du monde entier de venir ici en Israël. Vous pensez que après la pandémie, on va devoir redéfinir les relations entre Israël et le judaïsme de diaspora ? Vous savez, je pense qu'il y a beaucoup de choses abusives à propos de la pandémie. Ça change pas le monde. C'est une expérience dramatique, internationale, etc. Mais les confinements, etc., ne sont pas le fruit de l'irrationnel des dirigeants. Il y a aussi une réalité épidémique concrète. Moi, je ne crois pas que ça changera les liens. Peut-être que ça a fait ressentir aux Juifs concernés de la diaspora, mais peut-être pas tous, ne plus pouvoir se déplacer vers Israël
marquer une absence quelconque. Mais là, je crois, enfin, personnellement, je pense que la diaspora a entamé son déclin. En Europe, c'est évident. Aux États-Unis, il est annoncé. Et déjà, je me réfère toujours aussi à une dimension de la réalité que Sergio de la Pergola, qui est un grand démographe israélien, a établi, à savoir que aujourd'hui, depuis quelques années, les 2/3 des enfants juifs du monde naissent dans l'État d'Israël. Et donc, ça suppose un changement de poids de la collectivité israélienne dans le peuple juif, naturel, qui est conjugué évidemment avec l'assimilation, le départ des liens avec le judaïsme, etc., notamment aux États-Unis. Mais il ne faut pas se méprendre sur la réalité concrète et objective. Israël est un État qui est aujourd'hui puissant. La désunion des Juifs risque de l'affaiblir gravement. En fait, avec ses enfants, il porte l'avenir de tout le peuple juif. Et ça, c'est un tournant radical dans l'histoire de 25 siècles de diaspora. Eh bien, Shmuel Trigano, merci beaucoup. C'était très intéressant, comme d'habitude, de dialoguer avec vous au lendemain de ces 2 journées, journée du souvenir et journée de l'indépendance de l'État d'Israël. Merci de nous avoir fait partager vos impressions, vos sentiments. Shabbat Shalom. À bientôt, Shmuel. Shabbat Shalom.